Ce matin-là, Élise franchit la porte de la classe avec son sac encore suspendu à ses frêles épaules, les yeux rivés au sol, l'air absent. D'une voix à peine audible, elle murmura. « Je ne peux pas m'asseoir. J'ai mal. » Ces quelques mots suffirent à figer le maître Laurent, qui rangeait alors quelques livres. Elle n'avait que 6 ans, et pourtant, elle tenait debout comme une vieille âme cassée, figée devant sa chaise, tandis que les autres enfants riaient déjà, s'installaient à leur place, heureux de retrouver leur routine. Mais elle restait debout, pâle, terrifiée. Laurent s'approcha lentement, s'agenouilla doucement pour se mettre à sa hauteur. Elle se mordit la lèvre, et sans croiser son regard, secoua timidement la tête. « C'est en bas que j'ai très mal. » Il fronça les sourcils. « Tu es tombé ? Tu t'es fait mal à la maison ?» Pas de réponse. Elle serrait ses petites mains si fort qu'on aurait cru qu'elles allaient éclater. Elle avait peur. Peur de parler, peur d'être entendue. « Tu peux me le dire, mon cœur ? Personne ne se fâchera contre toi, tu sais. » Sa voix trembla. « Quand je m'assois, ça me fait mal. » Ce fut tout. Un silence lourd, glacial. Pas un mot de plus. Mais cette phrase, cette façon de le dire, de rester droite, raide, le regard fuyant, lui retourna l'estomac. Ce n'était pas une simple douleur. C'était un cri muet. Un signal de détresse. « Viens, on va s'asseoir un peu, là-bas, à l'écart, juste toi et moi, d'accord ?» Il désigna une petite table au fond de la salle, un endroit calme, loin des autres. Mais la fillette s'arrêta net. « Je peux rester debout, s'il vous plaît ?» Elle avait dit cela d'une voix si faible, si remplie de larmes contenues, que quelque chose en lui se brisa. Il quitta discrètement la classe, sortit son téléphone, et dans le couloir, la voix tremblante, il composa le 17. « Bonjour, ici Laurent Moreau, enseignant à l'école Saint-Benoît. J'ai une élève de 6 ans. Elle dit qu'elle a mal quand elle s'assoit. Je ne peux pas prouver quoi que ce soit, mais je sens que quelque chose ne va pas. S'il vous plaît, venez vite. » Il raccrocha, les mains moites, le cœur battant à tout rompre. Il inspira profondément, tenta de reprendre une contenance, puis retourna dans la classe, le visage apaisé en surface mais le ventre noué. Il s'accroupit près d'Élise, adossé au mur, et lui murmura doucement. « Tout va bien. Je suis là, ma puce. » Elle ne répondit pas. Elle posa juste sa petite tête contre le bras de Laurent, et ferma les yeux. Un instant suspendu. Un silence lourd. Un silence qui hurlait. Les policiers arrivèrent peu après 8h30. Pas de sirène, pas de geste brusque, juste un homme et une femme en uniforme. La directrice, Carmen Avilla, s'approcha en se redressant, réajustant machinalement son chemisier, comme si cela pouvait masquer la gêne qui pointait derrière son sourire crispé. « Bonjour, agent. C'est moi la directrice. Le maître vous attend, mais, permettez-moi de dire que, selon moi, il a un peu exagéré. » L'agent masculin hocha la tête, sans rien ajouter. L'agente, elle, fronça légèrement les sourcils et jeta un regard attentif en direction de la classe. Une fois à l'intérieur, Laurent ne perdit pas une seconde. Elle a refusé de s'asseoir. Elle a dit qu'elle avait mal. Et ce n'était pas normal. Ni la manière, ni son corps. Quelque chose ne va pas. « Allons, Laurent, » intervint la directrice, « c'est une enfant. Une chute, une petite douleur, il n'était pas nécessaire d'appeler la police. Ce n'est pas un crime d'avoir mal aux fesses ?» Silence. L'agente demanda à voir Élise. On l'emmena dans la salle de coordination. Elle entra timidement, les yeux grands ouverts comme une biche traquée. Chaque pas semblait être un supplice. L'agente s'accroupit devant elle, douce comme une caresse. « Bonjour, princesse. Comment tu vas ? On vient juste parler un petit peu, d'accord ?» Élise hocha la tête, mais ne prononça pas un mot. L'agente poursuivit. « On m'a dit que tu avais eu mal quand tu t'es assise ?» La fillette regarda en direction de la porte, puis murmura. « Ça ne me fait plus mal. » Une gifle. Voilà ce que Laurent ressentit. Une peur brutale qui remplaçait les mots. « Elle a peur, dit-il. Regardez-la. » Mais personne ne répondit. Après quelques minutes, les policiers sortirent, l'air contrarié. Pas de marque visible. Aucun signalement préalable. Et elle ne veut pas parler.
Malheureusement, on ne peut rien faire pour le moment. Mais elle a peur. Répéta Laurent, presque suppliant. L'agente s'approcha doucement. Si d'autres signes apparaissent ou si un nouvel épisode se produit, appelez-nous. Je vais quand même faire un rapport. Mais c'était trop peu. Bien trop peu. La journée reprit comme si de rien n'était. Élise retourna en classe, l'école continua, comme un mécanisme bien huilé ignorant la douleur. Plus tard, la directrice s'approcha de Laurent, qui corrigeait des devoirs. Tu devrais être plus prudent, Laurent. Ce genre de choses donne une mauvaise image à l'école. Ça crée des tensions inutiles. Il ne répondit pas. Elle s'éloigna en silence. Ce soir-là, Laurent ne dormit pas. Le visage d'Élise le hantait. Sa petite voix, sa façon de s'agripper à lui. Il n'y avait pas de sang, pas de hurlement, pas de certitude. Mais il y avait cette gêne. Ce cri muet que personne ne voulait entendre. Et pour la première fois, il comprit, le silence aussi peut blesser. Le lendemain, il arriva plus tôt que d'habitude. Il traversa les couloirs, le visage fermé, passa devant le bureau de la directrice sans un mot. Dans sa classe, il ouvrit les fenêtres, aéra l'espace, rangea les pupitres. Il sentait encore la fatigue de la nuit, mais quelque chose en lui veillait, prêt. Les élèves arrivèrent. Élise fut la dernière. Comme la veille, elle alla directement à sa place et resta debout. « Je peux dessiner debout » demanda-t-elle. « Bien sûr » répondit-il avec douceur. « Comme tu veux. » L'exercice du jour était simple, dessine un endroit que tu connais bien. Les enfants se jetèrent sur les crayons avec entrain. Des maisons, des animaux, des jardins naquirent sous les feutres colorés. Mais Élise, elle, dessinait en silence. Sérieuse. Concentrée. Quand elle eut terminé, elle retourna sa feuille, face cachée sur la table, et croisa les bras. Laurent passa entre les pupitres, félicitant chaque enfant avec un sourire sincère, jusqu'à arriver au dessin d'Élise. Il retourna délicatement la feuille, et un frisson glacé parcourut son dos. Au centre, une chaise. Autour, des taches rouges, comme des gouttes. Et un mot écrit maladroitement, Héra. Le dessin, enfantin en apparence, était d'une noirceur glaçante. Il resta figé quelques secondes, la feuille tremblante entre les doigts, puis s'agenouilla à côté de la fillette. « C'est toi qui as dessiné ça ?» Elle hocha doucement la tête. « Tu veux me dire ce que ça représente ?» Elle mordilla sa lèvre sans répondre. « Ce n'est pas grave. Tu n'es pas obligé de parler maintenant. » Elle leva les yeux vers lui, pour la première fois, et murmura. « J'aime bien comment tu me parles. » Laurent sentit ses larmes monter. « Et moi, j'aime beaucoup la façon dont tu dessines. » Il plia soigneusement le dessin et, à la fin de la journée, se rendit immédiatement chez la psychologue scolaire, Léa. Il lui tendit la feuille sans un mot. Elle observa longuement le dessin, l'œil analytique, l'instinct en alerte. C'est symbolique, mais grave. Très grave. Elle essaie de parler, et personne ne l'écoute. J'essaie, répondit Laurent, la gorge nouée. Léa soupira. Il faut agir. Je vais rédiger un rapport et demander une évaluation d'urgence. Mais toi, continue. Continue à être ce point d'ancrage. Elle commence à s'ouvrir. C'est peut-être notre seule chance. Le lendemain, Laurent tendit à Élise une nouvelle feuille. Dans un coin, il avait écrit « Si tu veux me raconter quelque chose, tu peux le dessiner ». Elle prit la feuille avec précaution, puis, pour la première fois, elle sourit. Un petit sourire timide. Mais un sourire tout de même. Elle commençait à faire confiance. Et parfois, c'est par là que commence le chemin de la vérité. Elle était là, assise sans jamais réellement l'être. Ses yeux fuyaient, ses gestes étaient saccadés, son corps entier semblait en lutte contre la chaise sur laquelle elle s'efforçait de rester. On aurait cru qu'elle était posée sur un lit d'épines invisible. L'enseignant, Laurent, observait ce comportement inhabituel depuis plusieurs jours, chaque tic, chaque mouvement trahissant un malaise plus profond. Ce jour-là, au moment de la sortie, alors qu'il rangeait ses affaires dans le calme de la fin de journée, quelque chose, dehors, attira son attention. Appuyé contre la grille de l'école, se tenait un homme grand, au physique imposant. Épaules larges, bras croisés, visage fermé. Rien dans son attitude n'évoquait la tendresse d'un parent venu chercher un enfant. Il ne souriait pas.
Son regard était dur, presque menaçant. Il entendit soudain des pas précipités dans le couloir. « Élise, ton responsable est arrivé », annonça la surveillante. La petite se figea. Le léger sourire qu'elle avait commencé à offrir depuis quelques jours s'effaça d'un coup. Elle ne dit rien, ne regarda personne, et se dirigea vers la porte d'un pas lourd. Laurent l'accompagna discrètement. L'homme l'attendait, impassible. Pas de sac à dos, pas de sac de sport. Juste une chemise froissée, un jean taché de peinture. Il lança d'un ton sec. « Dépêche-toi, gamine. » Élise baissa la tête. Il ne lui tendit pas la main. Il tourna simplement les talons et commença à marcher. L'enfant suivit. Laurent s'approcha. « Vous êtes le père d'Élise » L'homme s'arrêta, se retourna lentement et répondit. « Beau-père. »« Et toi, t'es qui » Laurent Moreau, son instituteur. Le regard de l'homme se durcit. Laurent, lui, resta calme. « Je voulais simplement m'assurer qu'elle allait bien. Elle montre des signes de malaise ces derniers temps. Elle m'a dit, par exemple, qu'elle avait mal quand elle s'assoit. » L'homme eut un sourire sec, moqueur. « Les gamins inventent. Toi, t'es là pour leur apprendre à lire, pas pour te mêler de ceux qui te regardent pas. » Laurent sentit son sang bouillir, mais il respira profondément. « Je ne fais que mon travail. » L'homme le fixa encore un instant, puis sans un mot, attrapa Élise par le bras. Elle ne résista pas. Elle marcha à côté de lui, en silence, comme vidée de toute parole. Laurent les regarda s'éloigner à travers la grille de l'école. Cette scène lui laissa un goût amer dans la bouche, une douleur dans la poitrine. Il ne pouvait plus rester sans rien faire. De retour chez lui, il composa le numéro d'urgence inscrit dans le dossier scolaire. Une voix de femme répondit. « Allô ? Bonjour madame, ici monsieur Laurent, de l'école Saint-Benoît. Comment allez-vous ? » Un silence. « Oui, tout va bien. Il s'est passé quelque chose ? Je voulais vous parler un peu d'Élise. Elle montre des signes de douleur, d'inconfort. Et aujourd'hui, j'ai remarqué qu'elle est devenue très tendue en voyant son beau-père. » Un soupir nerveux de l'autre côté. « Écoutez, monsieur. Élise est très sensible. Le moindre petit truc lui fait peur. Mais tout est sous contrôle. » « Je comprends, » répondit Laurent calmement. « Je veux juste aider. » « Merci, mais il n'y a rien d'inquiétant. Elle a juste besoin de s'adapter. C'est une nouvelle école, un environnement différent, c'est tout. » L'appel se termina peu après. Laurent resta là, le téléphone posé sur la table, le cœur serré. Il en était persuadé. Elle savait. Et pour une raison qu'il ne comprenait pas encore, elle ne voulait pas ou ne pouvait pas dire la vérité. Le samedi matin, un ciel gris se leva sur la ville. Laurent ne tenait plus en place. Sa décision était prise. Il prit un porte-document, quelques papiers de l'école, s'habilla d'une chemise sobre et quitta son appartement. Il voulait avoir l'air d'un enseignant en simple visite. Mais il savait qu'il s'apprêtait à regarder en face ce que trop de gens préféraient ignorer. Il trouva facilement l'adresse. Une rue étroite, des maisons modestes. La sienne avait un rideau de fortune à la fenêtre. Une odeur d'abandon flottait dans l'air. Il frappa. Un garçon, maigre et mal coiffé, lui ouvrit. Il avait une dizaine d'années, un t-shirt bien trop grand. « Bonjour. Tu es le frère d'Élise ? » ?»« Oui. Mais elle est partie au marché avec Henri. » Laurent fit mine de s'étonner. « Et toi, comment tu t'appelles ? » ?»« Hugo. »« Enchanté, Hugo. Je suis le maître de ta sœur, Laurent. Je voulais parler à votre maman. Est-elle là ? » ?»« Elle dort, » dit l'enfant en jetant un regard furtif vers l'intérieur. Laurent jeta lui aussi un œil. Le salon était sombre, malgré l'heure. Un canapé éventré, un seau d'eau sale dans un coin, le sol taché. Aucune trace d'enfance. Pas de jouets. Pas de livres. « Et toi, tu ne vas plus à l'école ? » Hugo haussa les épaules. « J'y allais, mais plus maintenant. C'est moi qui dois surveiller les affaires ici. » Laurent s'accroupit, doucement, à sa hauteur. « Je peux te poser une question, Hugo ? » Le garçon se crispa. « Quand Élise est triste, ou quand elle pleure ? Que se passe-t-il ? »
Hugo détourna les yeux. Il resta silencieux un moment, puis murmura. Il n'aime pas quand elle pleure. Qui ça? Demanda Laurent doucement. Henri, répondit-il. Et qu'est-ce qu'il fait, quand elle pleure? Le garçon prit une inspiration, comme s'il décrivait quelque chose de banal. Il prend la ceinture. Parfois, il crie. Parfois, il la frappe. Mais il dit que c'est pour qu'elle apprenne. Laurent sentit sa gorge se nouer. Il ferma les yeux pour contenir la colère. Tu en as déjà parlé à quelqu'un? Le garçon secoua la tête. Si maman l'apprend, elle partira pour toujours. Et alors, on sera seul. Ces mots frappèrent Laurent en plein cœur. Il sortit un dépliant de sa poche, écrivit son nom et son numéro. Si un jour tu veux parler, ou s'il se passe quelque chose, appelle-moi, d'accord? Je suis là pour vous aider. Hugo prit le papier et acquiesça à peine. Laurent le remercia et s'éloigna. Cette fois, il n'y avait plus de doute. Il avait un nom, un visage, et une arme, la ceinture. Le lundi matin, Laurent entra à l'école d'un pas déterminé. Sous le bras, une chemise contenant un dessin d'Élise, des notes sur son comportement, et le témoignage d'Hugo. Il n'attendit pas. Pendant la récréation, il se rendit directement au bureau du DIF. La salle d'attente était presque vide. Une assistante sociale l'appela. Il expliqua tout, calmement, méthodiquement. Il parla de la douleur d'Élise, de sa peur, de ce qu'Hugo avait dit. Elle l'écouta avec attention, prit des notes. Puis elle soupira. Je comprends votre inquiétude, maître. Mais, légalement, nous n'avons pas encore assez d'éléments pour intervenir. Comment ça? S'étrangla Laurent. Une fillette de 6 ans qui souffre en s'asseyant. Un frère qui parle d'une ceinture. Ce sont des indices forts. Mais ce ne sont que des indices. Sans certificat médical, sans témoin direct, ou plainte formelle de la famille, un juge n'autorisera pas une mesure de protection. Alors quoi? Il faut attendre qu'elle vienne ici avec un os cassé? Lança-t-il, la voix tremblante. Il faut attendre que le suivi révèle quelque chose de plus concret. Laurent se leva, pâle. Avec tout le respect que je vous dois, si quelque chose arrive à cette petite, ce sera la faute de ceux qui savaient. Et n'ont rien fait. L'assistante sociale ne répondit pas. Elle baissa les yeux. Dehors, le soleil brûlait le béton. Laurent regagna sa voiture. Il s'assit, accablé. Impuissant. Frustré. Mais aussi plus déterminé que jamais. Ce soir-là, chez lui, il rouvrit le cahier d'activité d'Élise. Il repensa à ce que la psychologue scolaire avait dit, elle essaie de parler. Mais personne ne l'écoute. Il prit une feuille, écrivit d'une main ferme. Tu peux me raconter ce que tu veux, comme tu veux. Je suis là. Il plia soigneusement la lettre, la glissa dans la chemise. Il ne savait pas encore comment, mais il trouverait un autre moyen. Même si cela devait prendre du temps, même s'il devait avancer seul, Laurent s'était juré une chose, il ne laisserait pas Élise retomber dans le silence. Ce mardi matin-là, il traversa la cour de l'école d'un pas plus lent qu'à l'ordinaire. Il avait à peine dormi. L'image de la petite Élise, immobile, le regard fuyant, la voix éteinte, s'était incrustée dans ses pensées comme une écharde qu'on ne peut extraire. Il frappa à la porte du bureau de la psychologue scolaire. Léa leva les yeux de ses dossiers et lui désigna la chaise en face. « Tu as pu parler avec le service de l'aide à l'enfance » demanda-t-elle d'un ton doux mais inquiet. Laurent acquiesça, la voix basse, le regard creusé par les nuits blanches. « J'ai parlé, et j'ai entendu ce que je redoutais, sans preuve concrète, on ne peut rien faire. On dirait que la douleur d'un enfant ne compte que si on l'a filmé. » Léa soupira, posant ses coudes sur la table, les doigts croisés. « Alors essayons autre chose. » Discrètement. Prudemment. Mais qui pourrait peut-être faire bouger les choses? Une petite caméra. Si elle accepte de parler, si elle sait qu'elle est enregistrée, son témoignage pourrait peser dans une réévaluation. Une déclaration spontanée, ça a du poids. Laurent hésita, son cœur tiraillé. Je ne veux pas qu'elle se sente piégée. Ni envahie. C'est pour ça que ça doit être fait avec une infinie douceur. Une conversation simple. On lui explique qu'on enregistre juste pour se souvenir, comme on le ferait pour une histoire qu'on voudrait garder en mémoire. Laurent hocha la tête, résolu.
Le jour même, après la récréation, Léa appela Élise dans son bureau. Laurent l'attendait déjà, assis sur une petite chaise, modeste, presque invisible. La fillette entra à petits pas, jetant des regards autour d'elle comme un animal blessé s'aventurant hors de sa tanière. Léa lui sourit avec chaleur, déposa devant elle une feuille blanche et des crayons de couleur. « Tu sais, on t'a appelé juste pour discuter un petit moment, d'accord ? Ce n'est pas important. On veut juste savoir comment tu te sens ici, à l'école. » Élise s'assit lentement, prudente, au bord de la chaise. Léa alluma l'enregistreur. « On va enregistrer, juste pour se souvenir de ce qu'on se dit. Comme un cours qu'on enregistre pour ne rien oublier. C'est d'accord ?» La fillette hocha la tête, presque imperceptiblement. Léa continua avec la même douceur. « J'ai vu que tu fais de très beaux dessins. Tu aimes dessiner quand tu es contente ? Ou quand tu es triste ? » « Quand je suis triste, » répondit Élise d'une voix presque inaudible. Un silence. Puis, comme un soupir. « Quand il se fâche. » Laurent se pencha légèrement, le ton apaisant. « C'est Henri, c'est bien ça ? Et, qu'est-ce qu'il fait quand il est fâché ?» La main de la fillette traçait machinalement des spirales sur la feuille. « Il crie, il me dit de me taire, il me met dans le coin, parfois avec la ceinture. » Léa et Laurent échangèrent un regard, le cœur serré, mais elle ne l'interrompit pas. « Tu sais que ce n'est pas normal, n'est-ce pas ? Personne n'a le droit de te frapper. Il me frappe, même quand je ne dis rien. » Cette phrase tomba dans la pièce comme une pierre dans un puits. Le silence qui suivit était presque plus douloureux encore. Léa éteignit doucement l'enregistreur. Laurent se leva, s'agenouilla près de l'enfant, la voix chargée d'émotion. « Élise, personne, jamais, n'a le droit de te faire ça. Jamais. Tu n'es pas seule, on est là pour toi. » Pour la première fois, elle leva les yeux. Elle n'avait plus l'air effrayée. Juste vidée. Fatiguée d'encaisser en silence. Cet après-midi-là, Laurent rentra chez lui avec l'enregistrement dans sa poche, comme un poids brûlant contre sa poitrine. Impossible de continuer comme si de rien n'était. Le lendemain, il arriva à l'école avant tout le monde. L'enregistreur dans une main, l'estomac noué par les mots de la veille. Il me frappe même quand je suis silencieuse. Dans la salle des professeurs, il trouva Léa devant son ordinateur. J'ai déjà tout prêt, dit-elle, sans même qu'il ait à parler. Je vais joindre l'enregistrement, les observations, et ton rapport. Laurent acquiesça. Il n'y avait plus à tergiverser. Ce matin-là, Léa convoqua une réunion extraordinaire avec l'équipe pédagogique. Pour la première fois, les enseignants entendirent noir sur blanc ce qui se passait. Observez Élise attentivement. Si elle a une nouvelle marque, un comportement étrange, une parole inhabituelle, tout peut compter. Informez-nous immédiatement. À la fin de la réunion, Carmen, la directrice, se contenta de dire en s'appuyant contre le mur. Faites ce que vous jugez nécessaire. Et elle quitta la pièce. Personne ne fut surpris. Les jours suivants, une attention silencieuse se déploya autour d'Élise. Les surveillants de récréation, les bibliothécaires, même les agents d'entretien, tous veillaient, sans brusquerie. Certains remarquèrent qu'elle souriait davantage quand elle était près de Laurent. Elle riait parfois. Et jamais on ne l'entendait crier. Même de loin. Mais ce mardi-là, elle arriva différente. Elle portait un pull à manches longues, malgré la chaleur. Elle marchait lentement, traînant les pieds. Et s'asseyait avec peine. « Tout va bien, Élise ?» demanda Laurent. Elle hocha la tête, mais quelque chose sonnait faux. À la récréation, il l'observa, seul dans un coin. En levant un peu son pull pour s'étirer, il aperçut une partie de son dos. Des ecchymoses. Longues. Récentes. Cette fois, il n'attendit pas. Il sortit de l'école, son téléphone à la main, et appela la police. « Je vous appelle de l'école primaire Saint-Benoît. C'est urgent. L'élève Élise Dubois présente aujourd'hui des marques visibles d'agression. » « Oui, confirmé. Je demande une patrouille immédiate. Pas de tergiversation. Pas d'hésitation. » Il retourna dans la cour, appela Élise avec douceur, et lui demanda de venir parler un moment. Il l'emmena dans le bureau de Léa. Quelques minutes plus tard, la patrouille arriva. Cette fois, sans délai, sans excuse.
Un des policiers, déjà venu auparavant, croisa le regard de Laurent avec gravité. Cette fois, on a ce qu'il faut. Direction, centre médical. Le rapport fut rédigé le jour même. Ni Henri, ni Claire ne vinrent chercher Élise ce soir-là. L'école était vide, mais Laurent restait là, assis dans la classe plongé dans la pénombre. Léa entra. « Tu as pu parler avec le service ?» Laurent hocha la tête. Avec l'enregistrement et le certificat médical, ce n'est qu'une question d'heure. Léa soupira de soulagement. On est arrivé à temps. Mais Laurent ne répondit pas. Il savait, au fond de lui, que non. On n'était pas arrivé à temps. On était arrivé quand elle était déjà blessée. Mais au moins, cette fois, quelqu'un avait bougé. Ce soir-là, Élise ne rentra pas chez elle. Après le rapport médical, l'enregistrement audio, et les attestations signées par Léa et Laurent, une mesure de protection d'urgence fut déclenchée. Une patrouille l'accompagna jusqu'à un foyer pour enfants du quartier voisin. Elle n'avait pris qu'un petit sac, son carnet de dessin toujours dans son sac à dos, les yeux perdus à travers la fenêtre du véhicule. Personne ne savait à quoi elle pensait. À leur arrivée, une assistante sociale du nom de Dolores ouvrit doucement la portière. « On est arrivé, Élise. Ici, c'est un endroit sûr, d'accord ?» La petite descendit lentement. Elle regarda le bâtiment blanc, aux fenêtres grillagées. « Est-ce qu'il va venir ?» demanda-t-elle. Dolores s'accroupit, posa une main rassurante sur son épaule. « Oui, mon amour. Lui aussi va venir. Mais d'abord, il doit aller dans un autre endroit, avec une autre équipe. Il sera vite là. » Élise hocha la tête, silencieuse. En entrant dans la chambre au lit jumeau, au mur blanc, à l'odeur de désinfectant, elle s'assit, et pleura. Pas de cris, pas de sanglots. Une peine muette, comme toujours. De l'intérieur. Le foyer avait reçu un dossier, autorisation signée par la direction de l'école, un sac avec des crayons de couleur, des feuilles, et un livre pour enfants, à couverture bleue, avec des animaux. Le lendemain, la coordinatrice accueillit Laurent à l'entrée. « Bonjour maître Laurent. Élise est dans la salle de lecture. Vous pouvez entrer. » Il la remercia, et se dirigea vers la petite pièce. Quand Élise le vit, ses yeux s'illuminèrent d'un éclat nouveau. Ce n'était pas de la joie. C'était un soupir. Un soulagement. « Bonjour Élise, » dit Laurent en s'asseyant à même le sol, près d'elle. Elle répondit d'une voix à peine audible. « Bonjour. » Il souleva doucement le sac qu'il avait apporté. « J'ai amené quelques petites choses, du papier, des crayons, un livre. Je me suis dit que ça te plairait. Peut-être qu'elle voulait simplement dessiner. » Élise tendit les bras, prenant le sac avec une délicatesse presque sacrée. « C'est tout pour toi aujourd'hui, » lui dit Laurent avec un sourire doux. Elle sortit un crayon bleu et une feuille blanche. Mais avant même de commencer, elle s'arrêta, hésitante, son regard s'assombrissant d'inquiétude. « Il sait que je suis ici ?» demanda-t-elle, presque en chuchotant. Laurent comprit immédiatement de qui elle parlait. Sa voix se fit aussitôt ferme, assurée. « Non. Et même s'il le savait, il ne pourra plus jamais te faire de mal. La police est à sa recherche. »« Tu es sûr ?» murmura-t-elle. « Parce que si je parlais, il avait dit qu'il viendrait me chercher. » Laurent inspira profondément, puis s'agenouilla doucement à côté d'elle, posant une main rassurante sur son épaule. « Élise, regarde-moi un instant, veux-tu ?» Elle leva lentement les yeux. Son visage était grave, marqué par une lucidité trop lourde pour son jeune âge. « Tu n'es plus seule, » dit-il d'une voix basse et grave. « Tu entends ? Plus jamais tu ne vivras ça. Je te le promets. » Elle hocha imperceptiblement la tête, puis, sans un mot, posa sa petite tête sur l'épaule de Laurent. Ils restèrent ainsi, longtemps, enlacés dans un silence apaisant. Avant de partir, Laurent se leva lentement. Il sortit de sa chemise une feuille pliée, couverte d'une écriture à la main, et la glissa dans le cahier d'Élise. « C'est pour toi. Lis-le quand tu en auras envie. Et dessine, chaque fois que tu sens que c'est trop lourd ici, » dit-il en posant sa main sur son cœur. Élise prit la feuille avec un soin délicat. Dès que Laurent fut parti, elle l'ouvrit. On pouvait y lire. « Quand tu as peur, dessine. Et souviens-toi que je suis là. » Dehors, le soleil jouait à cache-cache derrière les arbres.
Pour la première fois depuis longtemps, Élise était dans un endroit où personne ne criait, ne frappait, ne lui disait de se taire. Elle était loin de chez elle, oui, mais enfin proche de quelque chose qui ressemblait à de la sécurité. Les jours passèrent. Au foyer, Élise restait silencieuse. Elle dessinait sans cesse, dormait peu. Parfois, elle demandait timidement des nouvelles d'Hugo. Souvent, elle fixait la porte, comme si elle espérait que Claire surgisse, lui dise que tout allait s'arranger. Mais Claire ne revint jamais. Le 3e jour, une assistante sociale tenta de joindre les numéros inscrits dans le dossier scolaire. Aucun ne répondait. Elle se rendit alors à l'adresse figurant dans les documents, la même que Laurent avait visitée. Tout était fermé. La maison semblait figée, abandonnée. Claire était partie avec un simple sac à dos, la veille de l'arrivée d'Élise au foyer. Depuis, plus personne ne l'avait revue. La police fut alertée. Madame Claire Dubois est portée disparue depuis lundi, déclara l'agent chargé de l'enquête dans un rapport confidentiel. Nous soupçonnons qu'elle a fui avec son compagnon, Henri Dumas. La nouvelle se propagea rapidement dans le foyer. Léa, la psychologue, appela Laurent. La police pense qu'elle le cache, dit-elle d'une voix tendue. Laurent mit du temps à répondre. Son silence parlait de choc et de colère. Elle savait. Elle savait ce qu'il faisait à Élise, et elle est quand même partie avec lui? Il est encore trop tôt pour en être certain, répondit Léa, plus doucement. Mais tout indique qu'elle est sous son emprise. Il a des antécédents de violence psychologique. Ce type de contrôle qui éteint jusqu'à l'instinct maternel. Ce soir-là, Élise fit une crise. La surveillante la trouva recroquevillée dans son lit, tremblante, serrant le billet de Laurent contre sa poitrine, le visage baigné de larmes. « Je veux pas rester ici sans Hugo !» cria-t-elle. « Et maman reviendra jamais. » C'était la première fois qu'Élise élevait la voix. Léa accourut, s'assit par terre à côté d'elle, et l'enlaça longuement. La petite fille tremblait. Elle refusait de manger, de dormir. Elle fut transférée dans un autre foyer, sur ordre du service de protection. Une procédure normale, filles et garçons séparés. Mais pour Élise, c'était une nouvelle trahison. Il avait dit qu'il viendrait, murmura-t-elle, allongée sur le côté. Il m'a promis. Laurent lui rendit visite. Il la trouva dans la salle de lecture, recroquevillée sur le tapis, un dessin sombre pressé contre elle. Il s'assit à côté d'elle sans rien dire. « Ma maman s'est enfuie, dit-elle soudain. » Laurent hésita, puis parla avec calme. « On ne le sait pas encore. La police la cherche. Et si elle est en danger, ils la retrouveront. Tu m'entends ?» Élise ne répondit pas. Elle serra le dessin contre sa poitrine et murmura. « Je voulais qu'elle me choisisse moi, pas lui. » Laurent ferma les yeux, retenant une boule dans la gorge. Il savait qu'aucun mot ne guérirait cette blessure. Mais il jura, intérieurement, que l'histoire d'Élise n'aurait pas l'abandon comme point final. Ce mardi-là, tout semblait normal. Laurent arriva tôt à l'école. Il rangea les livres, déambula dans les couloirs. Mais son esprit restait accroché à Élise et Hugo. Depuis le transfert, Hugo était devenu mutique. Comme si le silence avait avalé jusqu'à son regard. Puis, soudain, une enveloppe fut déposée à l'accueil. « Pour maître Laurent », dit la secrétaire. Pas de nom d'expéditeur. Pas de timbre. Juste son nom écrit à la main. Laurent sentit son cœur s'accélérer. Il l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur, une feuille pliée, écrite à l'encre bleue. Une écriture tremblante, presque enfantine. « Si vous lisez ceci, c'est que vous continuez à veiller sur ma fille. Merci. Jamais je n'aurais cru qu'un étranger ferait ce que moi je n'ai pas su faire. Tout le monde pense que je suis parti volontairement, mais ce n'est pas vrai. Il m'a menacé. Il m'a dit qu'il ferait pire si je parlais. Qu'il disparaîtrait avec Élise. Et je l'ai cru. Je le crois toujours. Je n'ai pas de téléphone. Il ne me laisse jamais seul. Hier, il est parti quelques heures. J'ai réussi à écrire cette lettre. Une vieille maison, chemin de terre, quartier Saint-Luc. Derrière un entrepôt abandonné. La maison est verte, une seule fenêtre. Aidez ma fille. Je ne veux plus fuir. Je veux que ça s'arrête. Claire. Laurent relut la lettre. Une fois. 2 fois.
À la troisième, ses mains tremblaient. Il se leva et marcha droit vers le bureau de la directrice. « Carmen, j'ai besoin du téléphone. » « Maintenant. » Il composa rapidement. « Police ? Ici maître Laurent Moreau, école primaire Saint-Benoît. J'ai reçu une lettre. Elle vient de la mère d'Élise Dubois. Elle est cachée. Elle a peur. Mais elle demande de l'aide. J'ai l'adresse. » Moins de 2 heures plus tard, l'école était encerclée par des véhicules banalisés. Un inspecteur réunit les agents. Opération délicate. On entre rapidement. Priorité, sortir la femme en vie et arrêter le suspect s'il est présent. Laurent remit la lettre à l'un des policiers. Elle m'a fait confiance pour ça. Ne la laissez pas regretter ce geste. En fin d'après-midi, le téléphone de l'école sonna. Laurent décrocha. Inspecteur Romero. Madame Claire Dubois a été localisée. Elle était dans la maison, comme indiqué. Seule. Terrifiée, mais coopérative. Elle est désormais en sécurité. Et reçoit un accompagnement psychologique. Laurent ferma les yeux, laissant échapper un long soupir. Une étincelle d'espoir. Et Henri, demanda-t-il, tendu. Il n'était pas là. Mais grâce à Claire, et à nos informations, nous lançons un mandat d'arrêt. Laurent remercia, raccrocha, et s'assit. Il regarda longtemps le tableau vide de la classe. Claire avait échoué. Elle s'était tue. Mais aujourd'hui, elle voulait réparer. Et parfois, c'était tout ce qu'il fallait pour recommencer. Dans un petit bureau à la peinture beige, Claire était assise, les mains tremblantes. Devant elle, 2 enquêteurs. Un magnétophone enregistrait sa voix. « Il va tous les jours à l'atelier de son frère, dit-elle. C'est dans la zone industrielle, près d'un vieux marché. » Sa voix était cassée mais déterminée. Elle ne fuyait plus. Elle parlait enfin. Et cela changeait tout. « Il est encore armé ?» demanda l'agent en fixant la carte. Claire hocha la tête, la voix tremblante. « Je crois que oui. Il m'a menacé avec un couteau il y a quelques jours. Il m'a dit que si je parlais à quelqu'un, il me ferait disparaître. » Ses yeux se remplirent de larmes, mais elle tint bon. « Êtes-vous prête à témoigner ?» demanda doucement un autre agent, soucieux de ne pas la brusquer. Claire acquiesça avec une détermination nouvelle. « Pour ma fille, je suis prête à tout. » Ce jour-là, l'air était lourd, oppressant. Le ciel, voilé de nuages, semblait suspendu entre 2 souffles. 6 patrouilles banalisées s'étaient discrètement postées autour de l'atelier. 2 agents en civil, déguisés en clients, étaient déjà à l'intérieur. Derrière une voiture stationnée, Laurent et Léa attendaient, les nerfs à vif. À leur côté, Hugo et Élise. Le juge avait accepté, non sans hésitation, qu'ils soient présents, même de loin. Ils avaient besoin de voir, de ressentir, que tout cela allait enfin se terminer. Élise tremblait. Hugo lui tenait la main si fort que leurs doigts en devenaient pâles. « Il va sortir par l'entrée principale », annonça une voix sur la radio. Confirmé. Cible en vue. À l'intérieur, Henri venait d'arriver, insouciant, détendu. Il plaisantait avec un employé, attrapa une boîte à outils, alluma une cigarette. Et puis, tout bascula. « Maintenant !» cria l'agent Carrera. Henri comprit. Il tenta de fuir par la porte arrière, mais une patrouille l'attendait déjà. Il se débattit, bouscula un policier, brandit un morceau de bois, menaçant. Mais il fut rapidement maîtrisé, menotté, plaqué au sol, hurlant des mots sans queue ni tête. « J'ai rien fait. C'est un mensonge. Un piège. » Mais plus personne ne le croyait. Derrière la voiture, Élise regardait, figée. Ses yeux grands ouverts absorbaient chaque seconde. Hugo la serra contre lui. Laurent, à côté d'eux, déclara. « C'est bien lui. Et maintenant, il ne pourra plus jamais te faire de mal. » Élise ne répondit pas. Mais son petit corps, jusque-là tendu comme un arc, se relâcha peu à peu. L'inquiétude restait sur son visage, mais quelque chose d'autre naissait. Du soulagement. Un souffle qu'elle n'avait jamais pu relâcher jusque-là. Quand la patrouille s'éloigna, emportant Henri, elle se tourna vers Laurent. « Il sera loin de moi pour toujours ?» Laurent s'agenouilla, prit ses mains entre les siennes, et lui répondit fermement. « Oui. »
Et même si un jour il sort de prison, toi, tu ne seras plus jamais seul. Elle hocha la tête, puis enfouit son visage contre la poitrine de son frère. Et là, pour la première fois depuis le début, elle pleura. Non pas de peur, non pas de douleur. Mais de soulagement. De retour au foyer, quelques heures plus tard, Élise fit une demande inattendue. « Je veux dessiner cet après-midi. » Laurent lui donna une feuille blanche et des crayons. Ce jour-là, elle dessina sans chaise, sans ombre, sans trace rouge. Juste une petite maison, un soleil, deux enfants qui se tiennent la main. Un sourire doux sur leur visage. Laurent reconnut l'un d'eux. Et quand Élise contempla son propre dessin, elle sourit. Les jours passèrent rapidement après l'arrestation de Henri. L'enregistrement du témoignage d'Élise, ses dessins, les constats médicaux, le témoignage courageux de Claire, et l'arrestation en flagrant délit constituaient un dossier solide. Le procureur déclara. On passe directement à l'audience préliminaire. Cela pourrait influencer fortement la sentence. Laurent accueillit la nouvelle avec un mélange d'appréhension et d'espoir. Élise allait mieux. Elle dormait davantage, dessinait avec des couleurs différentes. Parfois, elle riait, vraiment. Mais les cauchemars revenaient, surtout la nuit, quand le silence devenait trop lourd. Léa, la psychologue, venait lui parler chaque jour. Laurent aussi. Un matin, il lui dit « La juge aimerait te parler, Élise. Elle voudrait savoir ce que tu as vécu. Mais tu n'es pas obligée de tout dire. Tu peux lui parler, ou rester silencieuse. Personne ne t'obligera à rien. » Élise le fixa longuement, les yeux pleins de sérieux. « Je vais parler. » « Tu es sûr ? » ?»« Oui. Si je parle, peut-être que d'autres filles seront protégées aussi. » Les larmes montèrent aux yeux de Laurent. Il lui murmura. « Tu peux changer beaucoup de choses, petite. Plus que tu ne le crois. » Chaque soir, ils répétaient ensemble, tout doucement, les phrases. Sans pression. Juste pour qu'elle soit prête. « Et si elle te demande ce que tu ressentais, tu diras quoi ?» demanda Laurent un soir. Élise prit le temps de réfléchir. De la peur. Et de la honte. Parce que je croyais que c'était ma faute. Laurent s'accroupit, la regarda droit dans les yeux. Ce n'était jamais ta faute. Tu entends ? Jamais. La veille de l'audience, elle fit un cauchemar. Elle se voyait cachée sous une table, à l'école, les mains plaquées sur les oreilles. Au loin, Henri criait. Elle se réveilla en sursaut. Léa était là, assise près du lit. « C'était encore lui ?» demanda-t-elle doucement. Élise hocha la tête. Mais dans le rêve, le maître Laurent est arrivé et a crié plus fort, « C'est fini !» Léa sourit. Ce rêve peut devenir vrai demain. Puis, une question flotta, « L'entends-tu ?» que personne n'osait poser. Ce fut Élise qui la formula, simplement. « Est-ce que maman sera là ?» Laurent prit une inspiration avant de répondre, honnête. « Oui. Elle va aussi témoigner. Et la juge voudra savoir, si tu veux vivre de nouveau avec elle. » Élise resta muette. Longuement. Puis Laurent ajouta doucement. « Elle peut choisir de fuir encore. Mais maintenant, ce n'est plus seulement son choix. Il y a des gens qui veillent sur toi. Et moi, je serai toujours là. » Elle inspira profondément. « Je veux la voir. Mais je ne sais pas encore si je veux revenir. » « C'est très bien, » répondit Laurent. « Personne ne te forcera. Tu es déjà incroyablement courageuse d'être arrivée jusque-là. » Il sortit de sa poche une petite broche en forme d'étoile dorée. « Je l'ai gardée des années. Elle est à toi maintenant. Garde-la dans ta main et souviens-toi, tu brilles, même quand tu penses que ce n'est plus possible. » Élise serra la broche comme un talisman. Cette nuit-là, elle dormit profondément. Aucun cauchemar. Le matin de l'audience, le ciel était gris, une bruine fine mouillait les pavés du tribunal. Mais à l'intérieur, les cœurs battaient avec force. Laurent, dans un costume simple, attendait dans la salle des témoins. À ses côtés, Élise, assise sur un fauteuil, les pieds suspendus. Elle portait une robe bleu marine, un manteau de laine offert par Léa, et dans ses cheveux, 2 barrettes fines. Sur sa poitrine, bien attachée, la broche en étoile. Elle fixait la porte. Une greffière entra et annonça. « Mademoiselle Élise, c'est votre tour. »
Élise se leva. Laurent se pencha vers elle. Dis ce que ton cœur a envie de dire. Tu as déjà vaincu le pire. Elle entra dans la salle à petits pas. Mais elle était droite. Présente. Le regard clair. Tout était organisé pour qu'elle se sente en sécurité. La juge, la greffière, le procureur, la psychologue, l'avocate de la défense, tous étaient là. Aucun regard sévère, aucune tension. L'atmosphère était douce. Elle s'assit dans un petit fauteuil, face à un micro. La juge, bienveillante, dit « Bonjour Élise. Tu n'as pas à t'inquiéter. On veut seulement t'écouter. Tu peux tout dire. Ou rien. » Puis elle poursuivit. « Peux-tu nous raconter ce que tu ressentais, quand tu vivais avec ta maman et son compagnon ?» Élise ferma les yeux un instant. Inspira. Puis, d'une voix douce. « J'avais peur. Pas seulement quand il criait, mais aussi quand il ne disait rien. Je sentais que quelque chose allait arriver. Même quand je ne faisais rien, il me frappait. » Un silence profond envahit la salle. « Est-ce que tu en avais déjà parlé à quelqu'un ?» demanda la juge. « Je l'ai dit à mon instituteur. »« Et qu'est-ce qui a changé depuis ?» Élise baissa les yeux vers la broche. « Ce qui a changé, c'est que j'ai commencé à croire que ce n'était pas ma faute. Et que je n'étais pas seule. » La juge lui sourit, les yeux humides. « Tu es très courageuse, Élise. Dis-moi, ta maman te manque-t-elle ?» Un silence. « Oui. Elle me manque. Mais, j'ai aussi l'impression qu'elle m'a laissé seule, quand j'avais le plus besoin d'elle. Est-ce que tu aimerais la revoir ? » Oui. Mais avec d'autres personnes. Je ne veux pas vivre seule avec elle. Je veux être sûr qu'elle a changé. La juge inclina doucement la tête, pleine d'empathie. Puis elle la remercia, et demanda qu'on la raccompagne. Il répondit d'un ton calme, les yeux brillants d'une émotion contenue. Un peu plus tard, ce fut au tour de Claire de comparaître. Assise bien droite, les mains croisées sur ses genoux, elle soutenait le regard grave de la juge. « Madame Claire Dubois, êtes-vous prête à assumer pleinement la responsabilité de vos actes d'omission ? » « Oui, votre honneur, » murmura-t-elle d'une voix presque étouffée. « J'ai échoué. Je me suis tue alors que j'aurais dû protéger. Mais aujourd'hui, je suis libérée, et je veux reconstruire, peu importe le temps que cela prendra. » Les experts recommandèrent que la fillette reste placée sous protection avec un suivi psychologique intensif, accompagné de visites supervisées avec sa mère. Après une courte suspension d'audience, la juge rendit sa décision d'une voix ferme, pesée par la gravité des faits. En raison du passé de violence, du risque avéré pour l'intégrité émotionnelle de l'enfant et de l'impact psychologique durable, le tribunal ordonne que la mineure reste sous protection institutionnelle. La mère aura droit à des visites surveillées. Le beau-père reste en détention provisoire, en attente de son procès pénal. Un souffle silencieux traversa la salle. À la sortie, Laurent accompagna Élise jusqu'au véhicule de l'institution. Claire les observait de loin, figée, sans oser s'approcher. La fillette s'arrêta un instant, tourna la tête vers elle. Leurs regards se croisèrent. Claire pleurait. Elle ne fit aucun geste, ne prononça aucun mot. Élise non plus. Elle leva simplement la main dans un petit geste timide, fragile mais chargé de sens. Il y avait désormais un espace pour que quelque chose change. Et c'était déjà immense. La salle d'audience suivante était comble. L'atmosphère y était pesante. Personne n'osait faire le moindre bruit. Même les respirations semblaient suspendues. L'audience finale du procès contre Henri venait de commencer. En première rangée, Élise était assise entre la psychologue Léa et maître Laurent. Droite, les yeux grands ouverts, elle regardait la salle comme si, pour la première fois, elle y avait pleinement sa place. Elle ne se cachait plus. Elle était là. Présente. Courageuse. À ses côtés, Laurent lui tenait doucement la main, silencieux mais totalement attentif à elle. À l'autre bout de la salle, Henri était assis, la tête basse. Il portait un uniforme de détenu, les poignets menottés. Il ne parlait pas. Il ne criait pas. Ses jambes bougeaient nerveusement, comme s'il cherchait encore un moyen de s'échapper du poids de ses actes. Le procureur demanda la parole. Il se leva et déclara. « Ce que nous avons devant nous n'est pas seulement un dossier judiciaire. C'est une histoire de courage.
Celle d'une enfant qui, malgré son âge, a trouvé une voie pour dénoncer ce que tant d'adultes ont choisi d'ignorer. L'avocate de la défense tenta d'atténuer les faits en évoquant un passé difficile, une situation économique précaire, des impulsions incontrôlables. Mais dans la salle, personne ne semblait réellement l'écouter. Puis le juge prit les feuilles devant lui, ajusta ses lunettes, et lut d'une voix claire. Henri Dumas est reconnu coupable de blessures graves, maltraitance envers mineurs, menaces et coercition. La peine sera purgée en régime fermé, avec effet immédiat. Le droit à l'appel est maintenu. En outre, le tribunal interdit tout contact futur entre l'accusé et l'enfant. Cette mesure est permanente. Un soulagement palpable se répandit dans la pièce. Léa se couvrit les lèvres du bout des doigts, les yeux humides. Laurent, lui, sentit ses épaules se relâcher comme si un poids ancien glissait enfin de son dos. Élise leva la tête. Elle prit une grande inspiration et dit d'une voix douce mais déterminée. Les filles et les garçons ne sont pas là pour souffrir. Ils sont là pour grandir. Ce qu'on m'a pris, personne ne pourra me le rendre. Mais à partir d'aujourd'hui, plus personne ne pourra me reprendre quoi que ce soit. Laurent serra sa main un peu plus fort. Un court instant, elle sembla ne pas croire à ce qui venait de se passer. Puis, un sourire apparut sur son visage. Il n'était pas large. Il n'était pas éclatant. Mais il était vrai. Profond. Sincère. Léa, assise derrière, sourit elle aussi, en silence. Elle s'essuya les larmes qui coulaient sans bruit. Quand tout fut terminé, Élise se leva et se tourna vers Laurent. « Je peux grandir maintenant ?» Il s'accroupit doucement face à elle et répondit, les yeux brillants d'émotion. « Bien sûr que tu peux, Élise. Tu peux tout affronter. » Ils quittèrent la salle côte à côte, sans hâte, comme si le temps n'avait plus d'urgence. Dehors, le ciel avait cessé d'être gris. L'air semblait plus léger. Devant le tribunal, Claire se tenait à distance. Elle ne s'approcha pas. Mais elle inclina lentement la tête. Élise la regarda. Elle ne ressentait ni haine, ni peur. Juste une paix étrange, nouvelle, presque douce. La justice avait été rendue. Mais la vie, elle, ne faisait que commencer. C'était un lundi. Un nouveau mois débutait. Et avec lui, une ère nouvelle. Élise s'arrêta un instant devant le portail de l'école. Elle portait son uniforme propre. Ses cheveux étaient tressés avec soin. Son sac léger glissait doucement sur ses épaules. À ses côtés, l'éducatrice du foyer lui sourit avec tendresse. « Tout va bien se passer, mon amour. S'il se passe quoi que ce soit, je viens te chercher tout de suite. D'accord ?» Élise hocha la tête, rassurée. Puis elle franchit le seuil. Les couloirs semblaient plus étroits qu'autrefois. Les affiches colorées étaient toujours là, les voix d'enfants résonnaient dans un joyeux tumulte. Tout était pareil. Mais tout avait changé. Cette fois, elle n'avait plus peur. En entrant dans la classe, plusieurs élèves se retournèrent. Certains lui sourirent, d'autres chuchotèrent. Mais elle marcha droit devant elle. Elle traversa les rangées, et s'arrêta devant sa chaise. Cette chaise. Elle représentait la douleur, la peur, la honte. Mais aujourd'hui, elle l'attrapa calmement, la tira sans trembler et s'assit. Seule. Sans aide. Sans hésitation. Elle leva les yeux vers Laurent, debout près du tableau. Il la regardait, le cœur serré, les yeux pleins d'eau. Élise lui adressa un petit sourire. Aujourd'hui, ça ne fait plus mal. Le maître inspira profondément, retenant de justesse ses larmes. Je sais, Élise. Je sais. Le cours reprit. Les crayons grattèrent les cahiers. Les voix des enfants s'élevèrent, douces, pleines d'envie de lire, d'écrire, d'exister. Mais dans un coin de cette classe, quelque chose avait changé. Un passage invisible avait été franchi. « Tu es la petite fille la plus forte que j'ai jamais connue, dit-il plus tard. » Élise le regarda, les yeux brillants. « J'avais juste besoin que quelqu'un croie en moi. » Il ouvrit les bras. Et elle vint s'y blottir. Pas avec violence, pas avec larmes. Une étreinte simple. Authentique. Une étreinte qui ne demandait rien mais qui disait tout. À la fin de la journée, la classe s'était vidée. Laurent, seul, ramassait les dernières affaires.
Il s'arrêta un instant devant le pupitre où Élise s'était assise. Symbole d'un combat, d'une renaissance. Il pensa, chaque enfant mérite de s'asseoir en paix. Puis, il effaça le tableau, éteignit la lumière, et quitta la salle le cœur léger. Il savait désormais, avec certitude, que cette petite fille pouvait vraiment grandir. Et qu'elle allait le faire.